Si Antoine meurt maintenant, je te jure que c'est comme gagner au loto. Voilà les mots cruels que le milliardaire Antoine Rochefort a entendus de la bouche de sa propre femme. Blessé et trahi, il a alors pris une décision qui allait changer leur vie à jamais. Simuler sa mort pour voir leur vrai visage. Mais il n'était pas prêt pour ce qu'il allait découvrir sur les caméras de surveillance. Regardez bien, car sa vengeance à l'enterrement va vous laisser sans voix. Le domaine de Rochefort se dressait telle une forteresse silencieuse sur les hauteurs brumeuses, ses immenses baies vitrées scintillant sous le poids de l'argent et du pouvoir. À l'intérieur, tout n'était qu'ordre et luxe, portraits au cadre doré, lustres en cristal de Bohême, mobilier italien d'exception. Pourtant, pour Antoine Rochefort, le magnat de l'immobilier le plus redouté du pays, tout cela ressemblait à une cage dorée. Antoine, vénéré publiquement comme un génie des affaires et PDG du groupe Rochefort, fixait la pluie qui fouettait le verre. Son empire s'étendait des stations balnéaires de luxe au gratte-ciel de la capitale. Mais à 65 ans, son trône lui semblait plus glacial que jamais. Il serrait dans sa main une photographie usée par le temps, le jour de son mariage. Son épouse, Isabelle, y souriait avec l'éclat du soleil. Mais ce sourire, il ne l'avait plus vu depuis des années. Ses enfants étaient pires encore. Son fils, Julien, ne visitait le domaine que lorsque ses finances étaient en péril. Sa fille, Chloé, influenceuse obsédée par son image, ne l'appelait papa que pour réclamer des voyages exotiques ou de la maroquinerie de luxe. Plus tôt ce jour-là, Antoine avait surpris une conversation à l'hôpital, dissimulée derrière un rideau. « Si Antoine meurt maintenant, » riait Isabelle au téléphone, « je te jure que c'est comme gagner au loto. Je vais enfin pouvoir vivre. » Ces mots l'avaient poignardé plus profondément que n'importe quel diagnostic médical. Le milliardaire, jadis admiré par les investisseurs et craint par les politiques, se sentit soudain invisible dans sa propre existence. Cette nuit-là, il convoqua son ami d'enfance et chauffeur, Marcel. « Je veux simuler ma mort, » murmura Antoine. Les yeux de Marcel s'écarquillèrent. « Monsieur, vous voulez dire prétendre que vous n'êtes plus de ce monde ? J'ai besoin de savoir qui ils sont vraiment quand ils pensent que je ne suis plus là, » répondit Antoine, le regard dur. Pas de caméra, pas d'avocat, juste la vérité. Parce que cette maison est remplie d'étrangers. Il l'avait toujours soupçonné. La loyauté ne peut se contrefaire. Le lendemain matin, Antoine rencontra secrètement le docteur Henri Delorme, un cardiologue éminent et un vieil ami qui lui avait autrefois sauvé la vie. « Si tu es sérieux, je t'aiderai, » dit le médecin après un long silence. « Mais seulement parce que tu mérites de savoir. La plupart des hommes meurent sans jamais savoir qui les aimait vraiment. » Le soir même, la nouvelle éclata sur toutes les chaînes d'information. Le magnat de l'immobilier Antoine Rochefort décédé d'un arrêt cardiaque soudain. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des affiches commémoratives furent placardées. Les influenceurs postèrent des photos en noir et blanc avec des légendes du type « Parti trop tôt, à jamais dans nos cœurs ». Mais le monde ignorait une chose. Le cercueil serait vide. Loin de là, dans un pavillon de chasse isolé au cœur des montagnes, le mort observait. Antoine était assis avec Marcel, devant un mur d'écran. Alors que les images de vidéosurveillance du domaine de Rochefort défilaient, il alluma une bougie, fixa la flamme et murmura « Que les fantômes sortent de l'ombre, maintenant que le roi est tombé. » 3 SUV de luxe noirs s'alignèrent dans l'allée du manoir au lendemain de la mort d'Antoine. À l'intérieur, des invités vêtus de costumes sombres impeccables et de robes élégantes remplissaient le grand hall, chuchotant des condoléances et sirotant du vin millésimé. Une musique gospel fredonnait doucement en fond sonore, et un grand portrait en noir et blanc d'Antoine trônait au milieu des lys blancs. Mais à l'étage, derrière les portes closes de la suite parentale, Isabelle Rochefort, la veuve éplorée,
était tout sauf brisée. Elle se tenait devant son miroir, vêtue d'un peignoir en soie noire, fredonnant un air joyeux, en ajustant ses boucles d'oreilles en perles et en appliquant un rouge à lèvres carmin sur ses lèvres souriantes. Sur le lit, une robe noire parfaitement repassée reposait à côté d'une pochette incrustée de diamants. De la salle de bain, sa meilleure amie, Sophie, sortit des bras croisés, le visage figé par le jugement. « Isabelle, ton mari vient de mourir », lâcha Sophie. « Pourquoi t'habilles-tu comme si c'était la Fashion Week ?» Isabelle leva les yeux au ciel. « S'il te plaît. Cet homme était mort bien avant que le médecin ne signe le papier. Sais-tu combien de temps j'ai vécu comme une prisonnière dans ce palais ? Toujours observée, jugée, contrôlée. » « Mais aussi vite, insista Sophie. Tu souris déjà. Ça fait mauvais genre. » Isabelle eut un petit rire méprisant. « Laisse-les parler. Il m'a donné une vie d'argent, mais sans passion, sans plaisir. Je suis restée par respect. Mais maintenant... » Elle enfila ses talons aiguilles. Maintenant, la vie commence. En bas, Chloé était assise sur le grand escalier de marbre, faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle publia une photo filtrée d'Antoine, prise lors de leur dernier voyage à Dubaï avec la légende « R.I.P. papa ». Cœur brisé, parti trop tôt. Héritage Rochefort, fin d'un empire. Puis, elle se tourna vers la femme de chambre. « Tu peux récupérer la Rolex de papa dans son tiroir ? Je veux la mettre en ligne avant que l'intérêt ne retombe. » Pendant ce temps, dans le bureau, Julien était déjà en pleine conversation d'affaires, les pieds posés sur le bureau de son père. « Je sais que le testament n'a pas encore été lu, » disait-il avec arrogance. « Mais soyons réalistes, je suis l'aîné. Tout le monde sait à qui appartient l'Empire maintenant. » Mais il ne savait pas. Le mort regardait. À des kilomètres de là, dans la planque montagnarde, Antoine était assis devant le moniteur principal avec Marcel et le docteur Delorme, les yeux rivés sur les flux en direct du manoir. Ses mains tremblèrent lorsqu'il vit Isabelle verser 2 verres de vin rouge. Elle se dirigea vers la porte. Un homme entra. C'était Damien Clerc, le directeur financier de l'entreprise d'Antoine. Jeune, ambitieux, trop charmant, grogna Antoine. Isabelle l'embrassa sur la joue et lui tendit un verre. « À la liberté », dit-elle. « Au nouveau départ », répondit-il avec un sourire en coin. La gorge d'Antoine se serra. « Elle n'a même pas attendu une journée », murmura-t-il. Marcel posa doucement une main sur son épaule. « Monsieur, on continue de regarder ?» La voix d'Antoine était sourde. « Oui, laissons les fantômes se révéler. Je veux voir jusqu'où ils iront. » D'ici le matin, Isabelle appellerait son avocat pour commencer les démarches d'assurance vie. Chloé mettrait en vente les montres de luxe d'Antoine contre des crypto-monnaies. Julien ferait pression pour obtenir un accès d'urgence au compte de l'entreprise. Et l'homme qu'il croyait parti trop tôt était encore bien vivant. Le manoir restait enveloppé de silence, mais les ombres à l'intérieur n'avaient rien à voir avec le deuil. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis que le monde pleurait Antoine Rochefort. Mais au sein de son empire multimilliardaire, les vautours tournaient déjà. Dans le bureau exécutif, Julien Rochefort se tenait près de la cheminée, fixant le portrait de son père, un verre de whisky à la main. Ce même portrait qu'il ignorait autrefois. Désormais, il répétait ses discours devant lui. Face à lui était assis Samuel Durand, le conseiller juridique de longue date de la famille, feuilletant une pile de documents confidentiels. « Nous ne pouvons pas accéder aux comptes principaux tant que le testament n'est pas lu, » dit Samuel. Julien se retourna brusquement. « Alors accélère les choses. L'entreprise a besoin de leadership, et ne faisons pas semblant que ce n'était pas prévu. » Samuel haussa un sourcil. « La loi stipule 30 jours. Les volontés de votre père étaient claires. » Julien eut un sourire méprisant. « Les volontés de mon père sont mortes avec lui. » Pendant ce temps, au bord de la piscine, Chloé, vêtue d'un peignoir en soie, filmait une vidéo pour ses réseaux sociaux intitulée « Ce que ça fait de perdre un papa milliardaire ». Entre 2 prises où elle mimait des larmes,
Elle répondait aux messages privés de revendeurs de luxe. « Oui, tapait-elle, c'est le sac Gucci original qu'il m'a offert pour mes 18 ans. Il n'est plus là. Autant qu'il aille à quelqu'un qui l'apprécie. » À l'étage, Isabelle appelait son planificateur financier. « Je veux activer le processus d'assurance vie, dit-elle calmement. Mais madame, les funérailles. Je m'en fiche, coupa sèchement Isabelle. Le monde avance. Moi aussi. Dans le refuge secret, Antoine Rochefort observait tout cela en haute définition. Il voyait Julien assis dans son fauteuil. Il voyait Chloé posée devant sa Rolls-Royce. Il voyait Isabelle rire doucement autour d'un autre verre de vin avec Damien. Sa voix tremblait. Ils ne font pas que me remplacer. Ils m'effacent. Marcel secoua la tête, dégoûté. Ils ne sont pas en deuil, ils célèbrent. La trahison n'a pas de période de deuil, marmonna Antoine. Ils m'ont enterré vivant. Mais ils n'avaient pas fini. De retour au manoir, l'avocat Samuel Durand reçut un message anonyme. En pièce jointe, un court clip vidéo provenant d'une caméra de sécurité. Julien parlant à un banquier. Si quelqu'un remet en question le document, dites-leur que papa l'a signé. Qui va interroger un mort ? Les mains de Samuel tremblèrent. Il transféra la vidéo sur un disque privé, confus et effrayé. Le lendemain matin, le chaos éclata au siège du groupe Rochefort. Des dizaines d'employés furieux inondèrent la messagerie interne. Julien prend-il vraiment le contrôle ? Les actions chutèrent de 2,5%. Des lettres anonymes mettaient en garde contre des changements de direction. Mais le pire de la tempête n'était pas encore arrivé. Ce soir-là, Chloé ouvrit le vieux coffre-fort de son père pour saisir une montre et heurta un panneau en bois. Derrière, un dictaphone poussiéreux clignotait encore en rouge. Elle appuya sur lecture. La voix d'Antoine emplit la pièce, grave et caverneuse. « Si vous entendez ceci, je ne suis pas mort. Je regarde. Et tout ce que vous avez fait, je l'ai enregistré. » Le cœur de Chloé s'arrêta net. Dans les montagnes, Antoine se pencha en avant, murmurant « Que la peur commence ». La lumière du soleil inondait les vitraux du domaine de Rochefort, mais aucune lueur n'atteignait le cœur d'Isabelle. Vêtue d'un tailleur noir de grand couturier, parfaitement ajusté, elle s'avança d'un pas décidé dans les bureaux luxueux du cabinet d'assurance Valmont. Ses talons claquaient sur le sol poli, comme un verdict sans appel. À son bras, une pochette incrustée de diamants. À ses oreilles, des perles d'une valeur inestimable. Derrière le comptoir, une jeune réceptionniste chuchota. « C'est Isabelle Rochefort, la veuve du milliardaire. » Dans son bureau vitré, Monsieur Bernard Valmont, l'agent principal, se leva pour l'accueillir. « Madame Rochefort, dit-il doucement, nous sommes terriblement navrés pour votre perte. » Isabelle laissa échapper un soupir parfaitement répété. « Merci. » Antoine était un homme plus grand que nature, mais j'ai désormais des responsabilités. Mes enfants, le personnel. Je suis ici pour le dossier d'assurance vie. Monsieur Valmont hocha la tête en ouvrant le fichier sur son ordinateur. Bien entendu. Selon nos dossiers, la police de votre mari était pleinement active. Vous êtes désigné comme l'unique bénéficiaire. La somme totale s'élève à 12 600 000 euros, net d'impôts. Les yeux d'Isabelle brillèrent d'une lueur avide. Cependant, poursuivit monsieur Valmont, selon le protocole standard, les fonds seront débloqués sous 3 semaines après vérification finale. Isabelle força un sourire, dissimulant mal son impatience. J'ose espérer que vous ne me ferez pas attendre plus que nécessaire. À l'extérieur, une caméra de sécurité discrète, installée secrètement par Antoine quelques semaines plus tôt, avait tout enregistré. Loin de là, dans son refuge de montagne, Antoine Rochefort fixait l'écran en direct. « Elle a encaissé ma mort comme un ticket de loterie gagnant », siffla-t-il entre ses dents serrées. Marcel, son fidèle ami, hocha la tête d'un air sombre. « Elle n'a jamais été une épouse, monsieur, juste un vautour bien habillé. »
Ce soir-là, Chloé organisait un dîner exclusif pour ses amis influenceurs. Les verres de vin s'entrechoquaient sous les lustres en cristal, les rires fusaient au-dessus des plateaux de sushis bio et du champagne millésimé. « Je vous jure, » dit Chloé en faisant tourner son verre, « la mort de papa est la meilleure chose qui me soit arrivée. » L'une de ses amies étouffa un hoquet de surprise. « Chloé ?»« Je suis sérieuse, » ricana-t-elle. « J'étais piégée avant. Pas de voyage à Dubaï, pas de contrat de mode. Maintenant, je suis libre et riche. » « Alors, c'est quoi la suite ?» demanda une autre. Chloé brandit son téléphone, montrant une boîte mail remplie de propositions de marque. « L'argent coule à flot, chérie, et le testament n'a même pas encore été lu. » Mais à l'étage, l'humeur de Chloé changea. Elle entra dans le bureau de son père pour prendre une photo suggestive dans son fauteuil en cuir. Alors qu'elle prenait la pose, le dictaphone qu'elle avait trouvé plus tôt glissa de son sac et heurta le sol. Le voyant rouge clignota. Elle le ramassa et appuya de nouveau sur lecture. La voix d'Antoine emplit la pièce pour la seconde fois, glaciale et omniprésente. « Si vous entendez ceci, je ne suis pas mort. Je vous observe. Tout ce que vous avez fait, je l'ai enregistré. Vous pensiez que je partais en silence, mais j'ai laissé un fantôme derrière moi. » Chloé se figea, le sang glacé dans ses veines. Le lendemain matin, elle fit irruption dans la chambre d'Isabelle. « Maman, il est vivant. Papa est vivant. » Isabelle cligna des yeux, sortant de sa torpeur. « Quelle est cette absurdité ?» Chloé jeta l'enregistreur sur le lit. « C'est sa voix. Il a tout simulé. Il nous teste. » Isabelle appuya sur lecture. Son visage devint livide. À cet instant précis, son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Madame Rochefort ? Nous avons reçu un avis de suspension concernant votre demande d'assurance. L'ordre vient directement de monsieur Antoine Rochefort. » Isabelle laissa tomber le téléphone. Julien entra précipitamment dans la pièce, le visage décomposé. Le dimanche après-midi, le grand hall du domaine de Rochefort était comble. Une cérémonie commémorative se tenait en présence de la famille, des amis, des magnats des affaires et des caméras de télévision. Les murs étaient drapés de satin blanc. Des cierges vacillaient à côté d'un immense portrait d'Antoine, surmonté de lettres dorées, parti trop tôt. Une musique gospel flottait doucement dans l'air. Les invités parlaient à voix basse, échangeant des regards remplis de pitié feinte. Au premier rang se tenait Isabelle, drapée dans une élégante robe en dentelle noire, un mouchoir blanc pressé contre ses yeux secs. Son maquillage était impeccable, son chagrin minutieusement répété. À ses côtés, Chloé portait des lunettes de soleil de créateur surdimensionné et postait des citations cryptiques sur le deuil. Julien se tenait près de l'entrée, feignant de prendre des appels importants, vérifiant en réalité son portefeuille boursier entre deux murmures. Un pasteur monta en chair. « Souvenons-nous de la vie et de l'héritage de ce grand homme, notre frère, Antoine Rochefort. » Soudain, les lourdes portes d'entrée grincèrent et s'ouvrirent. Une brise s'engouffra, faisant vaciller les flammes des bougies et soulevant les voiles. Toutes les têtes se tournèrent. Et là, encadré par la lumière du soleil, se tenait Antoine Rochefort. Il était vêtu d'un costume blanc immaculé, vivant, le visage impassible. Le temps se figea. Quelqu'un hurla. Une autre personne s'évanouit. Un verre se brisa sur le sol. Isabelle recula en titubant, la main plaquée sur sa bouche. « Seigneur Dieu !» cria une voix. Les flashs crépitèrent. Les téléphones furent brandis en l'air. Chloé laissa tomber son verre. Julien recula comme s'il avait vu un spectre. Antoine avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence stupéfait de l'assemblée. Il s'arrêta à côté de son propre portrait funéraire. « Bonjour, »
dit-il calmement. J'ai entendu dire que vous priez pour mon âme. Silence! Seul le pasteur parvint à murmurer une prière inaudible. Isabelle tomba à genoux. Antoine, est-ce vraiment toi? Je suis vivant, répondit-il froidement, le regard empli de déception. Chloé bégaya. Mais nous t'avons enterré. Le cercueil était vide, répliqua-t-il. Tout comme la loyauté dans cette maison. Des halètements parcoururent la foule. Antoine se tourna vers un agent de sécurité qui se tenait à proximité. Activez l'écran. Un projecteur descendit du plafond. D'un clic de télécommande, les images envahirent l'écran géant. Isabelle, portant un toast avec Damien Clerc. Chloé, riant de la vente des affaires de son père en ligne. Julien, discutant de rachats illégaux avant même la lecture du testament. Isabelle, dans le bureau des assurances, tentant d'encaisser les 12 millions. La salle explosa en murmures scandalisés et en regards accusateurs. Ceci, déclara Antoine en se tournant vers les invités, est la raison pour laquelle j'ai simulé ma mort. Je voulais voir avec qui j'étais réellement marié, qui j'avais élevé, en qui je pouvais avoir confiance. Il fit face à Isabelle. Tu as qualifié ma mort de loto gagnant. Il regarda Chloé. Tu as monnayé mon nom comme une marque. Il pointa Julien du doigt. Tu as essayé de voler un trône que tu n'as pas mérité. Puis, il asséna le coup de grâce. J'ai réécrit mon testament. Il prend effet immédiatement. L'intégralité de mon domaine, l'entreprise, les comptes, les propriétés, tout appartient à la seule personne qui m'a montré de l'amour sans rien attendre en retour. Daniel Prieur, le fils de mon ancien chauffeur. Le garçon qui cirait mes chaussures. C'est lui, mon héritier, désormais. Un tonnerre d'incrédulité frappa la salle. Chloé s'évanouit pour de bon. Julien hurla de rage. Isabelle s'effondra en sanglots. Et Antoine se détourna, sortant par les mêmes portes qu'il avait franchies. Il n'était plus un fantôme, mais un homme ressuscité par le feu et la vérité. Le lendemain matin, le domaine de Rochefort n'était plus qu'un écho creux de sa gloire passée. Les couloirs étaient silencieux. Les domestiques ne souriaient plus. Les majordomes osaient à peine bouger. Tout le monde savait que le royaume était tombé. Dans la grande salle à manger, Isabelle Rochefort était assise seule en bout de table, sur le chêne massif. Son maquillage avait coulé, et ses cheveux étaient défaits. Une tasse de thé froide gisait intacte près de ses mains tremblantes. Elle n'avait pas dormi. Impossible. Son esprit repassait en boucle la voix d'Antoine. « Tu as qualifié ma mort de loto gagnant. » Soudain, le vrombissement bruyant d'un camion de déménagement déchira le silence. Elle se précipita au balcon et suffoqua. Une grande camionnette blanche venait de se garer, portant des lettres en gras. Huissier de justice. Ordre d'expulsion. Un huissier en sortit, flanqué de 2 officiers. « Madame Isabelle Rochefort » appela-t-il. Elle hésita. « Oui ?» « Vous avez 2 heures pour quitter les lieux. L'acte de propriété a été transféré à monsieur Daniel Prieur, le nouveau propriétaire légal. » Ses genoux flanchèrent. « Non, c'est une erreur. » Mais ce n'en était pas une. À l'intérieur, Chloé sanglotait dans sa chambre désormais vide, tandis que des ouvriers mettaient en carton ses chaussures de créateur et ses éclairages de studio. « Ce n'est pas possible !» criait-elle. « Toute ma vie, mes abonnés, mon image. » De l'autre côté du couloir, Julien était assis à son bureau, le téléphone collé à l'oreille. « J'ai besoin de mon avocat, maintenant !» hurlait-il. « Mes comptes sont gelés. Mon badge d'entreprise ne fonctionne plus. Ils nous mettent à la porte. » Une voix calme répondit à l'autre bout de la ligne. « Votre père a révoqué tous les accès. Le conseil d'administration a confirmé Daniel Prieur comme nouveau PDG. » Julien projeta son téléphone contre le mur de rage. Pendant ce temps,
Dans une modeste maison de banlieue, Daniel Prieur était assis, incrédule, tenant les clés du domaine Rochefort. Ce jeune homme de 22 ans, autrefois livreur et cireur de chaussures pour le manoir, venait d'être couronné roi. Il fixait le dossier sur ses genoux. Transfert de propriété, acte notarié. À ses côtés, sa grand-mère, qui avait été la cuisinière des Rochefort, lui serrait la main. « Je nettoyais ce sol en marbre à genoux, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Maintenant, tu marcheras dessus comme un roi. » De retour au manoir, Isabelle se tenait pieds nus sur les marches de marbre, une valise à ses côtés. Son sac de luxe était éraflé. Son téléphone vibra avec un dernier message d'Antoine. « Tu m'as enterré pour l'argent. Je t'ai regardé danser avant même que mes os ne refroidissent. Cette maison appartient désormais à quelqu'un qui a donné plus avec une serpillière que toi avec une couronne. » Un SUV noir aux vitres teintées s'immobilisa dans l'allée gravillonnée. La vitre arrière s'abaissa lentement. Antoine Rochefort était assis à l'intérieur, le visage fermé. Isabelle se précipita vers le véhicule, les mains jointes. « Antoine, je t'en supplie, ne fais pas ça. » Il posa sur elle un regard vide, dénué de toute chaleur. « Je t'aimais, Isabelle. Mais tu as transformé mon décès en une opération marketing. » Elle s'effondra en larmes sur le bitume alors que le SUV redémarrait, soulevant un nuage de poussière et de disgrâce. Pour la première fois depuis sa fausse disparition, Antoine ne se retourna pas. Les lourdes grilles en fer forgé du domaine de Rochefort gémirent en s'ouvrant, non pas pour accueillir une royauté étrangère, mais pour recevoir le garçon qu'elles avaient si longtemps ignoré. Daniel Prieur se tenait silencieusement à l'entrée, vêtu d'une veste bleu marine impeccablement repassée. Le soleil se reflétait sur ses chaussures modestes, ces mêmes chaussures avec lesquelles il avait autrefois parcouru des kilomètres chaque jour pour livrer du bois de chauffage à cette même porte. Aujourd'hui, il n'entrait plus comme domestique, mais comme maître des lieux. Derrière lui, Antoine observait en silence, les mains croisées, une fierté tranquille brûlant dans ses yeux. Cet endroit, dit doucement Antoine, a été bâti par l'ambition, mais a failli être détruit par l'orgueil. Daniel déglutit difficilement. « Pourquoi moi, monsieur ?» Antoine se tourna vers lui. « Parce que tu as donné sans compter. Tu as ciré mes chaussures, mais tu as aussi nettoyé mon âme. » À l'intérieur du manoir, le personnel restant, femmes de chambre, chauffeurs, chefs, s'était rassemblé nerveusement. Certains s'étaient moqués de Daniel par le passé. D'autres lui avaient aboyé des ordres. Désormais, il formait une ligne, incertain s'il devait s'incliner ou parler. Thérèse, la gouvernante, chuchota à une collègue. « C'est Daniel, le petit livreur. »« Chut !» répondit le majordome. « Le mort est revenu à la vie pour lui. Cela veut tout dire. » Antoine guida Daniel vers le grand hall de marbre, cette même pièce où Isabelle avait trinqué au vin rouge avec son amant, mais qui, aujourd'hui, portait un autre parfum, celui de la rédemption. Quelques instants plus tard, maître Samuel Durand arriva avec une épaisse enveloppe. « Tous les documents légaux sont finalisés, » annonça-t-il. « Vous possédez désormais le manoir, les actions majoritaires et le pouvoir décisionnel sur le groupe Rochefort. » Les mains de Daniel tremblèrent au moment de signer. Il n'était plus invisible. Plus tard, Daniel arpenta seul les couloirs vides, laissant l'écho de ses pas lui rappeler ce que cette maison avait été et ce qu'elle allait devenir. Dans la salle à manger, il s'arrêta en bout de table. Il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il sortit un chiffon de sa poche et essuya le dossier de la chaise. Un geste dérisoire pour la plupart, mais pas pour Antoine. « Toujours en train de nettoyer ?» fit remarquer Antoine depuis l'embrasure de la porte, un léger sourire aux lèvres. « Je ne sais pas comment diriger, » admit Daniel. « Alors dirige avec humilité, » répondit le patriarche. « Les mêmes personnes qui ricanent aujourd'hui applaudiront demain si tu diriges avec le cœur. » Mais tout le monde n'était pas prêt à applaudir. Dans une chambre d'hôtel modeste à l'autre bout de la ville,
Isabelle, Chloé et Julien étaient entassés, amers et brisés. « Ce garçon a volé notre vie », cracha Chloé. « Ce traîne misère !» Julien frappa du poing sur la table bon marché. « Il ne mérite pas le nom de Rochefort. » La voix d'Isabelle se fit glaciale. « Alors reprenons-le. Antoine pense que c'est fini. » Elle sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. « Je vais passer un appel, » murmura-t-elle, « et nous verrons combien de temps ce garçon portera la couronne. » Pendant ce temps, au manoir, Daniel se tenait sur le balcon. La ville s'étendait sous ses pieds. Il ferma les yeux. Il n'avait ni le sang ni le pédigré, mais il avait le trône. La salle du conseil du groupe Rochefort International trônait au 43e étage d'une tour de la Défense, ses parois de verre reflétant l'horizon parisien. La longue table de marbre avait été témoin de décennies de décisions à plusieurs milliards, de négociations féroces et de parties d'échecs corporatives, mais jamais elle n'avait accueilli quelqu'un comme Daniel Prieur. Il entra lentement, vêtu d'un costume sombre sur mesure. Pas de logo de créateur, pas d'ostentation, juste une force tranquille. Derrière lui se tenait Antoine, qui n'était plus PDG, mais présent tel un vieux lion surveillant son lionceau prendre la tête de la meute. Autour de la table, 12 cadres attendaient. Des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine, qui avaient bâti des fortunes et qui avaient méprisé Daniel comme un moins que rien. L'atmosphère était électrique. En bout de table siégeait M. Guillaume, le directeur de la logistique. « Monsieur Prieur, » commença-t-il avec un sourire narquois, « ce n'est pas que nous doutons de votre nomination, mais vous devez comprendre que diriger une multinationale ne s'apprend pas en livrant du bois. » Des rires étouffés éclatèrent. Daniel ne sia pas. « Vous avez raison, monsieur, » dit-il calmement. « Mais la loyauté ne s'apprend pas non plus dans les salles de conseil. Je n'ai pas grandi dans des châteaux, mais j'ai vu cette entreprise grandir. Et j'ai vu ce que certains d'entre vous planifiaient dès l'instant où vous avez cru M. Rochefort disparu. » La salle devint silencieuse. Le directeur financier se pencha en avant. « Alors, quel est votre plan, jeune homme ?» Daniel ouvrit un dossier noir et fit glisser des documents sur la table. Ce sont des rapports d'audit interne. Ils montrent des paiements irréguliers, des accords secrets avec la concurrence et des bonus détournés. Tous signés alors que mon père était présumé mort. Des halètements se firent entendre. Des papiers furent froissés. Les visages s'assombrirent. « Je ne suis pas venu pour porter une couronne, » dit Daniel, la voix s'élevant. « Je suis venu défendre un héritage. Si vous êtes avec moi, j'honorerai vos années de service. Si vous ne l'êtes pas, » il marqua une pause. « Je vous remplacerai. » Un silence stupéfait s'installa. Puis des applaudissements lents résonnèrent. Il venait d'Antoine Rochefort lui-même. La salle se tourna vers lui. Antoine s'avança. « J'ai bâti cet empire avec mon sang. Mais le jour où j'ai simulé ma mort, j'ai réalisé que le trône était vide. Daniel ne porte peut-être pas mon nom de famille, mais il est mon fils de toutes les manières qui comptent. Il a passé le test. Il a mérité sa place. » Un par un, les membres du conseil baissèrent la tête. Certains acquiescèrent, d'autres détournèrent le regard, honteux. Daniel avait gagné la salle. Mais ailleurs, la guerre ne faisait que commencer. Dans un bar enfumé de la banlieue Est, Isabelle Rochefort rencontrait un homme au tatouage remontant jusqu'au cou, un ordinateur portable dans son sac. Il se nommait Vianney, un ancien détenu, hacker et maître de la guerre numérique. « Peux-tu le ruiner ?» chuchota Isabelle. Vianney sourit. « Pour le bon prix, je peux l'effacer. » Elle glissa une enveloppe sur la table. « Je veux qu'il soit disgracié, humilié. Fais croire au monde que le domestique n'a jamais mérité le trône. N'en dites pas plus. Quand j'en aurai fini, ils brûleront sa couronne eux-mêmes. »
2 semaines après sa prise de fonction audacieuse, Daniel Prieur faisait les gros titres. Le récit était passé du garçon au bois au PDG le plus humble de France. On louait son refus des bonus excessifs et sa transparence. Les médias le qualifiaient de « l'élu du revenant ». Mais dans un entrepôt sombre, Vianney travaillait devant 4 écrans. Ses doigts volaient sur le clavier. « Voyons combien de temps dure ce conte de fées », murmura-t-il. Cible, Daniel Prieur. Il pirata les anciens serveurs, insérant de faux courriels montrant Daniel exigeant des pots de vin. Ensuite, il manipula les images du discours de Daniel, coupant les mots et tordant les phrases jusqu'à ce qu'elles sonnent comme des insultes envers les classes populaires. En 24 heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag « Corruption Rochefort » devint viral. Les sections commentaires devinrent des zones de guerre. Le valet se prend pour un roi. Il méprise ses origines. On savait qu'il était trop propre pour être honnête. Au 3e jour, des manifestants se rassemblèrent devant le siège du groupe Rochefort avec des pancartes. Pas de couronne pour les menteurs. Dans la salle du conseil, les mêmes hommes qui s'étaient inclinés quelques jours plus tôt aboyaient désormais des accusations. Nous devons le suspendre. Les actions plongent. Antoine, c'était votre erreur. Tous les regards se tournèrent vers Antoine, mais il resta calme. Il se tourna vers Daniel. « Parle. » Daniel se leva, le visage pâle, les mains tremblantes, mais la voix inébranlable. « Je n'ai pas envoyé ces courriels. Je n'ai insulté personne. Je n'ai jamais accepté un seul centime malhonnête. Pas une fois dans ma vie. » Certains ricanèrent. « Je ne suis peut-être pas parfait, » poursuivit Daniel, « mais je ne serai pas détruit par des mensonges. » Il se tourna vers Amélie, une jeune responsable informatique qui surveillait discrètement le système. « Peux-tu le tracer ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Nous avons installé un traceur de secours la semaine dernière. L'adresse IP provient d'une source unique. » Elle appuya sur une touche. Une carte apparut sur l'écran. Localisation, un entrepôt abandonné appartenant à la société Écran d'Isabelle Rochefort. Un murmure parcourut la salle. « Isabelle ?» dit doucement Antoine, le visage se changeant en pierre. Ce soir-là, Daniel était assis seul dans les jardins du manoir. « Tu as géré cela comme un roi », lui dit Antoine en s'approchant. « Je me sens comme un imposteur », murmura Daniel. « Tu ne l'es pas. Ce n'était pas un échec, c'était l'épreuve du feu, et les vrais leaders s'élèvent par le feu. » Pendant ce temps, dans un motel miteux, Isabelle reçut un appel. « Allô ?» La voix d'Antoine, glaciale. « Tu as échoué. » Elle se figea. « Tu es fini. Légalement, socialement, publiquement. Tu n'existes plus dans notre histoire. » Il raccrocha. Isabelle laissa tomber le téléphone. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle était devenue le fantôme d'une histoire qu'elle contrôlait autrefois. Le soleil se leva sur Paris, alors que les journalistes inondaient l'auditorium du groupe Rochefort. Daniel Prieur allait-il démissionner ? Il monta sur scène, vêtu simplement. Pas de garde du corps, pas de théâtre, juste la vérité. Je suis né dans un HLM en banlieue. Ma mère vendait de la nourriture au marché pour survivre. J'ai nettoyé le parvis de cette entreprise. J'étais invisible, mais je regardais, j'apprenais, et je restais loyal. Le silence se fit. Aujourd'hui, on m'accuse de corruption et de haine. Je n'ai fait aucune de ces choses, mais je sais qui les a faites. L'écran géant derrière lui s'illumina. La vidéo montrait Vianney, le hacker, avouant la fabrication des preuves, suivie d'une surveillance vidéo d'Isabelle, le payant en liquide. La salle haleta. Puis la voix d'Antoine retentit dans les haut-parleurs. J'ai failli perdre cet empire par avidité. Une seule personne l'a protégé avec amour, non par les liens du sang. J'ai nommé Daniel Prieur, non seulement comme mon successeur, mais comme mon fils. L'auditorium explosa. Les journalistes se levèrent, les flashs crépitèrent.
Daniel prit une longue inspiration. Ce trône n'était pas à voler. C'était un test, et je l'ai passé à travers les flammes. Vous pouvez vous moquer de mon passé, mais vous ne pouvez pas effacer mon cœur. Dehors, la foule acclamait. Le personnel brandissait des pancartes. Notre PDG. Dans sa chambre de motel, Isabelle regarda la conférence de presse sur l'écran fissuré de son téléphone. Plus de manoir, plus d'argent, plus de nom. Elle projeta l'appareil contre le mur qui retomba dans le silence. Personne ne vint vérifier. Plus tard, cette nuit-là, Daniel se tenait sur le balcon du domaine de Rochefort. « Tu l'as fait, » dit Antoine, la fierté gravée dans le regard. « Je ne voulais détruire personne, » répondit Daniel. « Tu ne l'as pas fait. Tu as révélé tout le monde. » Ils se tinrent ensemble dans le silence. Un roi et son héritier. Pas par la naissance, mais par le feu. « M'accepteront-ils un jour ?» demanda Daniel. Antoine sourit. « Ceux qui sont faits pour toi te trouveront. Le reste n'est que des ombres. Et les ombres ne peuvent pas s'asseoir sur un trône. » Du manoir qu'il avait autrefois ignoré, à la tour qui portait désormais son empreinte, Daniel Prieur avait trouvé la couronne, non pas dans l'or, mais dans les cendres.